Une jeune fille disparue depuis 15 ans. Après tout ce temps, on retrouve son appareil photo dans l'eau. Elle avait 17 ans. Un été, elle est partie en randonnée avec 3 amis et n'est jamais revenue. Pendant 15 ans, son nom est resté sur les affiches jaunies et les lèvres tremblantes de ses parents. Ce matin, un plongeur amateur a remonté d'une rivière un vieil appareil photo jetable. À l'intérieur, la pellicule est intacte. Sur les dernières images, Élodie sourit. Mais derrière elle, une silhouette sombre apparaît. Une silhouette que personne n'avait jamais mentionnée. Abonnez-vous pour découvrir des histoires vraies qui secouent, des drames qui restent en mémoire et des vérités qu'on ne peut plus enterrer. La pluie tombait depuis 3 jours sur le petit village de Saint-Aubin-sur-Loire. Un dimanche matin de novembre, le ciel bas se reflétait dans l'eau gonflée de la rivière. Luc Garnier, pêcheur depuis toujours, était sorti malgré le vent. Il ne cherchait pas vraiment du poisson, juste un peu de calme. Sa ligne venait de se coincer dans un amas de branches. En tirant, il sentit que ce n'était pas du bois. Le poids, la forme, quelque chose de différent. Intrigué, il posa sa canne et s'agenouilla sur le bord glissant. Ses doigts trouvèrent une vieille sangle en plastique. En tirant encore, un petit objet rectangulaire apparut. Un appareil photo jetable, couvert de vases et d'algues, coincé dans un morceau de filet déchiré. Luc le posa dans son seau, plus intrigué qu'il ne l'aurait cru. Il n'avait pas vu un appareil jetable depuis des années. De retour chez lui, il appela son neveu Thomas, photographe amateur. « Tu crois que c'est foutu ?» demanda Luc en déposant l'objet sur la table. Thomas l'examina, plissa les yeux. Étonnamment, le boîtier a l'air intact. Si la pellicule n'a pas pris l'eau, on peut développer. Tu veux que je m'en occupe ? Oui, et vite. Le soir même, Thomas revenait, le visage fermé. Tonton, ce que j'ai vu sur ces photos, il faut appeler la police. Les premières images montraient un groupe d'adolescents sur un sentier de randonnée. 4 visages, 3 garçons, une fille, blonde, sourire éclatant, regard franc. Elle portait un t-shirt bleu clair et un short beige. Sur l'une des photos, elle faisait un signe de la main à l'objectif. Au verso des tirages, un nom écrit au feutre, Élodie. Luc se figea. 15 ans plus tôt, toute la région avait parlé d'elle. Élodie Martin, 17 ans, disparue sans laisser de traces lors d'une sortie en montagne avec ses amis. Les garçons avaient affirmé qu'elle avait pris de l'avance sur le sentier, qu'ils l'avaient le cherché en vain. Les gendarmes avaient ratissé la zone pendant des semaines. Rien. Pas même un vêtement. Mais ce qui glaça le sang de Luc et Thomas, ce n'étaient pas les photos joyeuses du début. C'étaient les 2 dernières images. Élodie marchait seule sur un chemin boisé. À quelques mètres derrière elle, floue mais visible, une silhouette sombre, grande, large d'épaules, le visage caché par l'ombre d'une capuche. Thomas posa la dernière photo sur la table. « Regarde son épaule gauche. » Luc se pencha. Élodie tournait légèrement la tête, comme si elle avait entendu quelque chose. Son sourire avait disparu. Luc inspira profondément. On doit les donner aux flics. Maintenant. Quand le lieutenant Morel vit les clichés, il resta longtemps silencieux. Cette silhouette, aucun des garçons n'a jamais parlé de ça. 15 ans qu'ils jurent qu'ils étaient seuls. Luc sentit une colère froide lui monter à la gorge. Alors soit ils ont menti, soit ils ont oublié de dire l'essentiel. Morel rangea les photos dans une pochette scellée. Je vais rouvrir le dossier et convoquer tout le monde. Ce n'est pas terminé. Luc, en sortant du commissariat, jeta un regard vers la Loire. L'eau, sombre et tranquille, cachait peut-être encore d'autres secrets. Mais cette fois, l'un d'eux venait de refaire surface. Le lieutenant Morel referma la porte de son bureau derrière Luc et Thomas. Devant lui, le dossier Martin-Élodie occupait toute la table. Les pages jaunies, les photos en noir et blanc, les notes griffonnées par des enquêteurs qui, pour la plupart, avaient déjà pris leur retraite. Il écarta les vieux PV d'audition, relut les premières lignes, date 14 août, il y a 15 ans. Lieu, massif du Morvan. Fait, disparition d'une mineure lors d'une randonnée. À l'époque, Élodie avait quitté le camping avec 3 amis d'enfance, Hugo, Bastien et Julien. Tous avaient 17 ou 18 ans. Leur version, sur le chemin du retour, Élodie avait accéléré, riant, disant qu'elle voulait arriver avant eux pour préparer le dîner. Ils ne l'avaient jamais revue. Et maintenant, murmura Morel en observant la photo, je découvre qu'une 4e silhouette les suivait. Il appela son adjointe, Claire Dumas. Retrouve-moi ces 3 types. Je veux les voir demain matin, ici. Et creuse dans leur vie depuis 2008. Emploi, adresse, tout. Pendant ce temps, Luc rentra chez lui, le cœur lourd. Les images d'Élodie lui tournaient en tête.
Il n'avait jamais eu d'enfant, mais il imaginait la douleur des parents qui, pendant 15 ans, avaient attendu une réponse. Il se demanda s'il devait les prévenir avant que la police ne le fasse. Finalement, il se contenta d'écrire un mot simple. « J'ai trouvé quelque chose. C'est entre les mains des enquêteurs. » Le lendemain matin, la pluie avait cessé. Devant le commissariat, 3 hommes attendaient, nerveux. Hugo, épaules larges et barbe de plusieurs jours. Bastien, lunettes épaisses, la mine fatiguée. Julien, costume froissé, air de banquier pressé. Morel les fit entrer séparément. « Hugo, reprit le lieutenant, lors de votre première déposition, vous avez affirmé qu'il n'y avait personne d'autre sur le sentier. Vous maintenez ? » ?»« Bien sûr, on était juste nous 4. » Morel posa la photo devant lui. « Alors, expliquez-moi cette silhouette. » Hugo pâlit. Ses doigts se crispèrent sur le bord de la table. « Je ne sais pas. C'est flou. Ça peut être n'importe qui. » « N'importe qui ? Ou quelqu'un que vous reconnaissez ? » Plus tard, avec Bastien, la réaction fut différente. Il fixa la photo longuement, puis détourna les yeux. « Je croyais qu'elle avait disparu en descendant vers la rivière. Je ne savais pas qu'elle était montée plus loin. » « Et cette personne derrière elle ? Je ne peux pas répondre. » Julien, lui, éclata presque de colère. « 15 ans après, vous venez fouiller dans nos vies pour une ombre sur une photo ? On a déjà tout dit. » Mais Morel savait. Cette ombre n'était pas un hasard. Il l'avait vue aussi, l'inclinaison des épaules, la carrure, et un détail que personne n'avait relevé. Sur le poignet gauche, une forme claire, comme une montre ou un bracelet. « On va devoir retourner sur les lieux, » annonça-t-il à Claire. Et cette fois, rien ne sera laissé de côté. Ce soir-là, dans sa petite maison, Luc nettoya son matériel de pêche. En vidant son seau, il remarqua un autre objet coincé dans le filet qu'il n'avait pas vu la veille, un petit pendentif en forme d'étoile. Il était couvert de vase, mais gravé à l'arrière d'une initiale. Et Luc resta immobile, le pendentif dans la main. Il savait que ce n'était pas fini. Luc ne dormit presque pas cette nuit-là. Le pendentif reposait sur la table de chevet, éclairé par la lumière orangée du lampadaire de la rue. Il se souvenait l'avoir vu dans un article 15 ans plus tôt. Élodie portait toujours une petite chaîne avec une étoile en argent, cadeau de sa grand-mère. Les enquêteurs l'avaient mentionné comme un élément distinctif, et jamais retrouvé. Au petit matin, il se rendit directement au commissariat. Le lieutenant Morel, encore en train de boire son café, leva les yeux en le voyant arriver. « Vous avez oublié quelque chose hier ?» Luc sortit le pendentif d'un mouchoir, le posa sur le bureau, trouvé dans le même filet que l'appareil photo. « Je crois que c'est à elle. » Morel l'examina, l'air grave. Gravé « Et on fera des analyses, mais je ne doute pas que ce soit bien le sien. Où exactement l'avez-vous trouvé ?»« Juste sous le vieux pont, coincé entre 2 rochers. L'appareil était à quelques mètres. » Claire Dumas entra, un dossier à la main. « On a creusé sur les 3 anciens amis. Rien de pénal récent. Mais Hugo a quitté la région 1 an après la disparition. Bastien est resté ici, reclus, sans emploi stable. Julien a fait carrière à Paris, mais il revenait tous les étés. « Dans le coin où Élodie a disparu ?» demanda Morel. « Oui, sa famille a encore une maison au bord de la Loire. » Morel prit une décision rapide. « On organise une fouille du secteur, depuis le pont jusqu'au sentier de randonnée. On va aussi interroger les habitants. 15 ans, c'est long, mais certains n'oublient pas. » Pendant que la gendarmerie préparait le terrain, Luc se rendit à l'épicerie du village. Derrière le comptoir, Madame Lenoir, 78 ans, le regard perçant. « J'ai vu votre photo dans le journal, Luc. L'histoire de l'appareil. C'est bien vous qui l'avez trouvé ? » ?»« Oui. Vous vous souvenez de cette affaire ? » ?»« Comment oublier ? Ce jour-là, j'ai vu passer les 3 garçons vers 18 heures. Mais pas la fille. Pourtant, j'aurais juré l'avoir aperçue plus tôt, au bord de la route, avec quelqu'un... un homme en manteau foncé. » Luc sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous l'avez dit à la police ? » ?»« Bien sûr. Mais ils ont noté, et plus jamais personne n'est revenu me voir. » L'après-midi, les plongeurs commencèrent les recherches sous le vieux pont. L'eau était trouble, le courant fort. Après 2 heures, un cri retentit. « On a quelque chose. » Ils remontèrent un sac à dos, rongé par le temps. Les fermetures étaient bloquées, mais à l'intérieur, un carnet détrempé, un peigne et un briquet gravé aux initiales HL, Hugo Lefort. Morel serra les mâchoires. Alors Hugo n'a pas tout dit. Le soir, dans son bureau, il étala sur la table le pendentif, le carnet et les photos. L'histoire commençait à se reconstituer, pièce par pièce.
mais chaque objet posé devant lui soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Il le savait, quelque part, entre ce pont et le sommet du sentier, Élodie avait croisé quelqu'un qu'elle n'aurait jamais dû rencontrer. Et cette personne, peut-être, vivait encore ici. Hugo fut reconvoqué dès l'aube. Le briquet, HL, sur la table, le regard de Morel planté dans le sien. « On l'a repêché sous le pont, » dit le lieutenant. « Explique-moi pourquoi ton briquet se trouvait dans un sac qui n'était pas le tien. » Hugo pinça les lèvres. « Je lui ai prêté. Elle avait peur des bêtes la nuit. Elle voulait allumer une lampe tempête au camping. Je l'ai oublié. » « Et tu as aussi oublié de nous dire qu'elle n'est jamais redescendue seule, » lança Morel en poussant la dernière photo. « Cette silhouette derrière Élodie, tu ne la vois pas ?» Hugo soutint la photo comme si elle brûlait. « On n'était que nous. Je te jure. » Bastien, interrogé ensuite, ne résista pas longtemps. « On s'est disputé, » lâcha-t-il, la voix blanche. Elle voulait rentrer, Julien voulait continuer jusqu'au belvédère. Elle est partie en avant. Hugo l'a suivie 2 minutes, puis il est revenu. Après, on a dit qu'on l'avait perdue. C'était plus simple. On avait peur. Peur de quoi ? Bastien fixait la table. De Julien. Quand vint le tour de Julien, l'air lisse de cadre sup craqua à peine. 15 ans que vous nous traînez là-dessus, soupira-t-il. Vous avez un corps ? Non. Vous avez une ombre sur une photo. Bravo. Morel fit tourner son stylo. Cette ombre porte au poignet gauche une trace claire, exactement à l'endroit d'un bracelet. Tu en portais un à l'époque, Julien, tressé rouge et blanc, cadeau d'une colo, je l'ai sur une vieille photo dans le dossier. Julien déglutit, imperceptible. Beaucoup de gens portent des bracelets. Beaucoup mentent aussi. Pendant que les langues craquaient, Claire Dumas retournait le village. Chez les Martin, la mère d'Élodie posa sur la table une petite boîte en fer. C'était ses affaires, dit-elle doucement. On n'a jamais pu les rouvrir depuis. À l'intérieur des tirages d'adolescentes, fêtes, vélo, rivière en été. Sur l'une, prise au camping une semaine avant la disparition, Julien apparaît derrière Élodie, bras levés pour éviter l'objectif, et au poignet gauche, exactement ce bracelet, tressé. Claire prit la photo, la glissa dans une pochette. « Madame, est-ce qu'Élodie avait parlé d'une peur, de quelqu'un qui l'agaçait ? Elle avait dit « Je n'aime pas quand on décide à ma place. » Je n'ai pas compris. En fin d'après-midi, l'équipe subaquatique étendit la fouille au-delà du pont. L'eau s'était teintée de limon. La visibilité était de 30 centimètres à peine. Luc observait, muet, sur la berge. On remonta des canettes, un pneu, des branches mortes, puis la voix étouffée du chef plongeur dans la radio. « J'ai touché du cuir. Semelle. Et, attendez, ossement possible. On balise, on ne bouge plus. » Le monde se rétrécit autour de Morel. Il ferma les yeux une seconde, le protocole reprit ses droits. Périmètre, bâche, photogrammétrie, médecin légiste. La pluie recommença, fine et têtue. « On ne dira rien aux médias tant que l'identification n'est pas confirmée, » ordonna-t-il, et on tient les 3 amis à vue. Le soir, dans son bureau saturé d'odeurs de papier mouillé, Morel épingla sur le tableau blanc 3 mots : pont, sentier, mensonge. Entre pont et mensonge, il traça une flèche, bracelet, gauche. Entre sentier et pont, une autre, dispute, séparation. Claire entra, trempée, posant la photo du camping à côté de celle de l'appareil repêché. Même tressage, même poignée. Et j'ai mieux. La gérante du refuge se souvient que Julien est revenu seul chercher une lampe frontale pour rejoindre la fille en haut. Il faisait déjà nuit. Sauf qu'Élodie n'a jamais rejoint personne, dit Morel. Elle a rejoint l'eau. Le téléphone vibra, laboratoire médico-légal. Une voix neutre, usée par la précision, chaussure femme, pointure 38, modèle été 2008. Fragment tibial. ADN possible. Nous lançons la comparaison sur brosse à dents conservée par la famille. Morel raccrocha et regarda par la fenêtre. La Loire roulait, sombre comme une phrase qu'on n'achève jamais. Dans sa poche, il sentit le poids minuscule du pendentif en forme d'étoile qu'il avait gardé, par superstition, contre sa paume. Il pensa à la mer, aux affiches jaunies, aux bracelets rouges et blancs. « On y est presque, » murmura-t-il. « Et si c'est vraiment elle, alors quelqu'un a choisi le silence pendant 15 ans. » Il prit son manteau. « On retourne au sentier à la première heure. Cette fois, on remontera pas seulement des objets. » Dehors, Luc attendait encore, figé sous sa capuche. « Lieutenant, dites-moi qu'on va la ramener chez elle. » Morel hocha lentement la tête. « On va surtout ramener la vérité. Et elle a la peau dure. » La radio grésilla de nouveau, crachotant au-dessus du bruit de l'eau.
Confirmation visuelle, lacet arraché, fibre coincée dans une racine et un morceau de tissu bleu clair, comme un t-shirt, le t-shirt d'Élodie. Le silence, pour la première fois, recula d'un pas. L'aube grise se levait à peine lorsque Morel, Claire et l'équipe scientifique se retrouvèrent au pied du vieux pont. La Loire coulait lentement, presque docile en surface, mais tout le monde savait que ces fonds gardèrent des secrets qu'il faudrait forcer. Les plongeurs s'étaient remis à l'eau dès la première lumière, équipés de détecteurs et de caméras étanches. Luc observait, les mains enfoncées dans les poches, son regard rivé sur les bulles qui remontaient par intermittence. À chaque apparition d'un plongeur, son cœur se serrait, espérant un indice, craignant une certitude. Après 1 heure de fouilles minutieuses, le chef de l'équipe sortit de l'eau, tenant un sac de prélèvement étanche. À l'intérieur, plié et couvert de vase, un t-shirt bleu clair. Claire l'ouvrit avec des gants. Malgré les années, la couleur avait survécu. Même taille, même teinte que sur la photo, souffla-t-elle. On fera les analyses, mais c'est presque sûr. Le chef plongeur n'en avait pas fini. On a aussi trouvé un vieux téléphone portable coincé dans une faille. Modèle 2008. Carte SIM intacte. Morel sentit l'adrénaline lui grimper dans les veines. Si on récupère les données, on saura peut-être ce qui s'est passé dans les dernières heures. Pendant ce temps, à la gendarmerie, Hugo et Bastien étaient maintenus en salle d'attente séparés. Julien, lui, avait exigé un avocat et refusé toute nouvelle audition. Morel décida de ne pas le forcer, pour l'instant. L'après-midi, les techniciens du laboratoire parvinrent à extraire les photos du téléphone. Elles étaient floues, granuleuses, mais certaines reconnaissables. Élodie, seule, au sommet d'un belvédère, un panorama de la vallée, puis, soudain, une image prise de biais, comme à la hâte, un visage partiellement cadré, mâchoire serrée, regard sombre, et, au poignet gauche, un bracelet tressé rouge et blanc. Claire déposa la photo devant Morel. « C'est lui. On ne voit pas tout, mais c'est lui. » « Julien, » murmura Morel. Il fit appeler Luc. « Vous étiez là quand on a trouvé le pendentif. Vous étiez là quand on a sorti le t-shirt. Je veux que vous soyez là quand on mettra fin à ce silence. » Le soir, une pluie fine recouvrait le village. Morel, Claire, 2 gendarmes et Luc prirent la route vers la maison familiale des parents de Julien. Lumières allumées. Une silhouette derrière la fenêtre du salon. Julien ouvrit. Costume repassé, voix calme. « Vous avez un mandat ? » « On a mieux, » répondit Morel en posant sur la table le téléphone d'Élodie sous sac plastique. « Et ça, c'est la dernière photo qu'il a prise. » Julien blêmit, tenta un sourire ironique. « 15 ans et vous croyez résoudre ça avec une vieille image floue ? 15 ans, et c'est la première fois que je vous vois sans mensonge dans les yeux, » répliqua Morel. Un silence lourd s'abattit dans la pièce. Luc, immobile, fixait l'homme. Dans sa poche, il sentait le pendentif étoile comme un poids qui réclamait justice. Morel conclut « Demain, on fouille la maison et les terrains. Si vous avez quelque chose à dire, c'est ce soir. » Julien ne répondit pas, mais ses mains, crispées sur le dossier d'une chaise, tremblaient. Et dehors, dans la nuit humide, la Loire poursuivait sa course indifférente. Pourtant, chacun sentait qu'elle n'avait pas encore tout rendu. Le lendemain matin, un brouillard épais enveloppait le village. Devant la maison familiale des parents de Julien, une dizaine de gendarmes se préparaient, bottes aux pieds, détecteurs et chiens spécialisés. Julien, assis dans la cuisine, observait à travers la vitre, les mâchoires serrées. Morel arriva, accompagné de Claire. « Monsieur Lefort, nous allons procéder à une fouille complète du terrain et des dépendances. Vous pouvez rester ici ou être conduit à la gendarmerie. » Julien croisa les bras. « Je reste. » Le jardin s'étendait jusqu'à la lisière d'un petit bois. Au fond, 2 cabanes de stockage et un abri à bateau, vestiges des années où la famille descendait la Loire en canoë. Les chiens reniflaient chaque recoin, guidés par leur maître. Vers 9h15, un premier cri retentit. Sous l'abri à bateau, derrière un empilement de vieilles planches, on venait de dégager un sac étanche usé par le temps. À l'intérieur, un carnet, un foulard et une sandale de femme, taille 38. Claire, gantée, examina le carnet. L'encre était effacée par endroits, mais certaines pages restaient lisibles. Écriture ronde, jeune. On est monté au belvédère. J'ai l'impression qu'on me suit. Julien dit que je me fais des idées. Morel se redressa, le regard sombre. C'est elle. Julien, resté dans la cuisine, vit les gendarmes revenir avec le sac. Il blêmit, puis tenta un rire nerveux. « Vous croyez que c'est une preuve ? C'est vieux, ça peut venir de n'importe qui. » Luc, qui avait insisté pour être là, s'approcha.
N'importe qui écrit Julien dans son carnet juste avant de disparaître. Julien détourna le regard. Ses mains tremblaient à peine, mais Claire l'avait vu. La fouille continua. Derrière la deuxième cabane, sous un tas de pierres moussues, un détecteur de métaux signala quelque chose. Les gendarmes creusèrent. Une boîte en métal apparut, verrouillée par un simple crochet. À l'intérieur, soigneusement emballé dans un tissu, un couteau pliant, un briquet rouge et un bracelet tressé rouge et blanc, intact malgré les années. Morel prit le bracelet, le plaça à côté de la photo extraite du téléphone d'Élodie. Identique, même tressage, même usure. Julien se leva d'un bond. « Vous n'avez rien prouvé. »« Pas encore, dit Morel, mais l'ADN parlera. Et quand il parlera, je veux que vous soyez là pour l'entendre. » Le soir, au commissariat, les objets étaient déjà en partance pour le laboratoire. Luc, assis face à Morel, posa enfin la question qui le hantait. « Vous pensez qu'on va la retrouver ?» Morel marqua une pause. « Pas comme on l'espérait, mais on retrouvera chaque morceau de son histoire. Et on saura pourquoi, ce jour-là, elle a quitté le sentier seule. » Dehors, le brouillard se levait lentement. Et pour la première fois depuis 15 ans, les murs du silence commençaient à se fissurer. 3 jours plus tard, les résultats du laboratoire tombèrent. Morel et Claire se tenaient dans la petite salle d'analyse, les mains sur la table métallique où reposaient les scellés. ADN confirmé sur le t-shirt, annonça le technicien. Correspondance à 99,8% avec l'échantillon fourni par la famille Martin. C'est bien, Élodie. Il marqua une pause, puis ajouta « ADN masculin sur le couteau et sur le bracelet. Même profil génétique pour les deux. » Morel se redressa. « Comparé à la base ? » ?»« Oui. Et ça correspond à Julien Lefort. » Il ne restait plus de doute. Morel demanda immédiatement à ce qu'on prépare l'interpellation. Julien fut arrêté chez lui au petit matin. Pas de résistance, mais un regard froid, calculateur. 15 ans pour en arriver là. Vous croyez que vous savez tout, lâcha-t-il en montant dans la voiture de gendarmerie. En salle d'audition, il resta d'abord mutique. Puis, face aux preuves, il finit par parler. Sa voix était plate, comme s'il récitait une histoire qu'il ne vivait pas. On s'est disputé au sommet. Elle voulait redescendre seule. J'ai voulu la rattraper pour clarifier. On a marché jusqu'au vieux pont. Elle s'est énervée. Elle a dit qu'elle parlerait de moi à ses parents, que j'étais dangereux. Alors, j'ai voulu l'effrayer, la faire reculer. Elle a trébuché, glissé sur la berge. Sa tête a heurté une pierre. Il baissa les yeux. J'ai paniqué. L'eau l'a emporté. Claire demanda « Et le téléphone ? Le pendentif ?» J'ai pris le sac. J'ai gardé ce que je pensais. Utile. J'ai jeté le reste à la rivière. Je croyais que tout disparaîtrait. Luc, derrière la vitre sans teint, serra les poings. Il savait que ce récit n'effaçait rien. Mais au moins, il rendait à Élodie sa voix à travers les faits. Le soir même, Morel alla chez les Martin. Madame Martin ouvrit, le visage pâle mais digne. « Vous l'avez retrouvée ? Pas comme nous l'aurions voulu. Mais nous savons. Et elle ne sera plus une disparue sans histoire. » Elle prit le pendentif, le serra dans ses mains. « Merci. Pour ne pas avoir oublié. » Le village, lui, accueillit la nouvelle comme une onde de choc. Les affiches jaunies qu'on voyait encore sur quelques murs furent retirées. Sur le vieux pont, des fleurs apparurent, attachées aux rambardes. Luc y alla seul, au coucher du soleil. Il lança doucement l'hameçon dans l'eau, non pas pour pêcher, mais pour sentir une fois encore la tension de la ligne, comme le jour où il avait remonté l'appareil. Dans le ciel, les nuages se déchiraient, laissant passer une lumière pâle. Et la Loire, indifférente, continuait de couler, portant avec elle les secrets qu'elle n'avait pas encore livrés. 1 mois plus tard, le procès de Julien Lefort s'ouvrit à la cour d'assises de Dijon. Dans la salle, l'air était lourd, saturé d'années de silence brisé. Les Martin s'étaient installés au premier rang, côte à côte, les mains serrées. Luc était derrière eux, presque en retrait, mais décidé à rester jusqu'au bout. Julien entra, menotté, costume sombre. Son visage ne trahissait ni remords ni soulagement. Lorsque le président l'interrogea sur ses actes, il répondit à peine, la voix basse, comme si l'histoire appartenait à un autre. Les jurés, eux, fixèrent les photos. Le t-shirt bleu, le pendentif étoile, les dernières images de l'appareil jetable. Madame Martin témoigna, les yeux humides mais clairs. « Pendant 15 ans, nous avons attendu, espéré, imaginé. Aujourd'hui, nous savons. Ce n'est pas la paix, mais c'est la fin du vide. » Luc fut appelé à la barre.
Il raconta la matinée de pêche, le choc de la découverte, la pellicule, la silhouette sur la photo. Sa voix tremblait par moments, mais il tint jusqu'au bout. Je ne connaissais pas Élodie. Mais ce jour-là, je me suis promis une chose. Si je pouvais lui rendre son nom, je le ferais. Le verdict tomba en fin d'après-midi. Julien Lefort, coupable d'homicide volontaire, condamné à 22 ans de réclusion criminelle. Dans la salle, un murmure discret monta, puis le silence revint, dense, presque sacré. Quelques jours plus tard, un petit mémorial fut érigé près du vieux pont. Une plaque simple gravée « Ici, Élodie Martin a marché pour la dernière fois. Qu'aucune vérité ne reste à jamais sous l'eau. » Le jour de l'inauguration, Luc apporta sa canne à pêche. Non pas pour lancer la ligne, mais pour déposer au pied de la plaque le vieux moulinet qui, 15 ans après, avait ramené la vérité à la surface. Madame Martin s'approcha de lui. « Vous pêchez encore ?»« Pas ici. Ici, j'ai déjà remonté ce que je cherchais. » Elle hocha la tête. Dans ses mains, elle tenait le pendentif étoile qu'elle fixa sur la plaque avec un petit crochet en métal. La Loire brillait sous le soleil, comme si elle voulait effacer l'image de ses eaux sombres. Le courant emportait doucement les pétales de fleurs jetés par les habitants. Luc resta là longtemps, écoutant le clapotis régulier. Il se dit que peut-être la rivière avait voulu parler depuis le début, qu'il avait juste fallu quelqu'un pour l'écouter. En repartant, il jeta un dernier coup d'œil au pont, et il sut que, tant que les gens se souviendraient, Élodie ne disparaîtrait plus jamais.